de quel handicap es-tu atteint? Explique-moi ton parcours et ta maladie. Tu peux me parler de tout, de ton chien guide, de tes difficultés rencontrées et si c'est un handicap de naissance aussi. Bien sûr. Alors moi, c'est un handicap de naissance. Je suis né donc en 2001 avec en partie un handicap congénital et de l'autre partie une malformation liée au fait que je suis né grand prématuré. Donc à partir de 5 mois, je voulais plus grossir. Bon, je vous rassure, c'est la dernière fois de ma vie que je voulais plus grossir. Parce que maintenant, je vois un McDo, je prends 30 kilos. Mais voilà, ça a empiré une difficulté génétique existante. Donc je suis malvoyant, avec un tout petit champ visuel et une myopie très forte. J'ai des difficultés au niveau des couleurs. Pour moi, ça va être beaucoup plus pastel. Ensuite, j'ai un trouble 10, plusieurs troubles 10, donc tout ce qui est dysgraphie, dysorthographie, etc. Un petit package, hein, j'aime bien les troubles 10. Tu es suivi pour ça? Oui, j'ai été suivi quand j'étais enfant, maintenant je ne le suis plus parce que j'ai plus le temps. Ouais. Mais j'étais suivi par un orthophoniste quand j'étais enfant à l'école. Et ensuite, j'ai un TDAH, depuis diagnostiqué il y a 2 ans. Parce que avant, honnêtement, c'est dans ma parcours de la gestion de mon handicap, j'avais fait le choix de ne pas me faire diagnostiquer, enfin plutôt le choix de fuir le diagnostic. Et au bout d'un moment, à force d'évolution personnelle, j'ai eu le courage de pousser la porte d'un psychiatre pour dire bonjour, bon j'ai fait le diagnostic. C'était un gros effort, mais c'est quand même, je pense, important de pouvoir savoir qui on est malgré ces difficultés. Alors oui, en effet. Ça t'a aidé d'aller. Ça m'a aidé. Ouais. Enfin, je pense que je suis arrivé à une étape de ma vie où j'étais prêt à accepter toutes ces particularités-là. Même si j'ai toujours plutôt bien accepté mon handicap, c'est vrai que le TDAH, c'est celui dont j'ai eu le plus de mal d'avoir une acceptation. Parce que c'est un handicap invisible. Et en plus, adolescent, j'ai toujours voulu cacher mon handicap. Je voulais pas être concerné par ça. Moi, c'était pas ma situation. J'étais là pour les autres personnes handicapées, mais j'étais pas l'handicapé. Il a fallu que j'intègre ce fait que moi aussi j'étais handicapé, et ça a été un long processus dont je suis aujourd'hui assez content d'avoir pris conscience de me dire que j'y suis arrivé au bout parce que, comme j'ai dit dans ma déclaration de campagne, je suis fier d'être handicapé. Et parce que ça m'apporte une certaine force, une certaine capacité de voir le monde autrement, que je pense que j'aurais pas vu sans cet handicap. Et donc voilà, et bon, on disait, oui, je suis accompagné d'un chien guide qui s'appelle Uriel, que j'ai eu à l'école des chiens guides de Paris, qui est avec moi depuis 1 an. C'est le bonheur de ma vie. Il est aussi cinglé que moi. Et franchement, ça change tout. Ça change tout, ouais. Moi, je suis autorisé partout. Autorisé partout, en théorie, parce que dans les faits, on sait très bien qu'il y a encore beaucoup de refus. Et aussi, je vais pas taper sur tout le monde. Beaucoup des refus sont des refus de non-connaissance. Ça veut dire que ce pas des refus des gens qui veulent refuser. C'est des gens qui ne connaissent pas la loi, à qui on n'a jamais expliqué la loi, mais de toute façon, à qui on n'a jamais vraiment formé sur les questions de handicap. C'est des gens avec qui, en général, quand on en parle, en 5 minutes, c'est réglé. Ils comprennent. Sauf que malheureusement, ces gens-là auraient été formés avant. Ils n'auraient pas été dans cette situation de dire « Bah non, tu peux pas, ils auraient su que c'était possible. Ouais. » Moi, je me rappelle le premier jour où je suis arrivé dans mon carrefour devant chez moi, là, le Valois. J'arrive avec mon chien guide et je lui dis bonjour, c'est mon chien guide. Elle me regarde, elle me fait bah non, vous rentrez pas, c'est un chien. Premier jour, et j'en mode ça commence bien. Et là j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu le patron de ce carrefour-là qui arrivait d'un seul coup, il dit non, c'est un chien guide, et qui l'a un peu arrêté dans son mouvement de refus. Mais c'est la preuve que cette dame-là n'a pas été sensibilisée. Aujourd'hui, ça se passe très bien, parce que maintenant elle est consciente, elle est au courant, mais c'est compliqué. Et il y a beaucoup de travail, mais majoritairement, ça se passe bien. Et dans les taxis, c'est autorisé J'ai eu beaucoup de refus sur les taxis, moi. Ouais. Pas les G7, tout ce qui est G7 taxi classique, ça s'est plutôt bien passé. Toujours. Même s'il y a un monsieur qui est pas trop ok, ou parce que il trouve qu'il n'y a pas assez de place, il me renvoie toujours vers un collègue, par exemple, en disant moi j'ai pas assez de place, mon collègue d'après il a plus de place. Voilà. Enfin, mais c'est jamais un refus en mode je veux pas. C'est un refus. C'est plutôt au sens je vais vous trouver un autre taxi qui aura plus de place pour vous et votre chien. Donc en soi c'est pour mon confort, donc ça ne me dérange pas. Non, mais par contre les VTC, ça a toujours été un enfer. Moi j'ai été refusé par un VTC devant l'école de chien guide.
Devant l'école. Devant, l'école de Genguil. Avec le gros logo École de Genguil derrière moi. Hein. C'est... On peut pas rater le truc. Hein. Et malheureusement les refus sont de plus en plus réguliers. Et tant qu'on n'aura pas amélioré la perception du handicap et de l'inclusion, je pense qu'il y en aura encore. Mais je suis assez ambitieux, je pense qu'on peut faire changer les choses. Et du coup, donc tu m'as pas dit ton âge et ton parcours scolaire, alors, militant et associatif. J'ai 24 ans, 25 ans lundi. Je suis étudiant en licence d'histoire à la Sorbonne. Anciennement élu étudiant parce que mon mandat s'est terminé il y a 2 semaines. Actuellement, donc, je suis administrateur de l'association du handicap comme 100% dynamique. J'ai travaillé comme responsable presse et communication pour l'APHPP. C'est l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. et aussi, j'ai longtemps été présent aux côtés d'étudiants en situation de handicap et de lycéens, particulièrement en situation de handicap, car j'ai été élu lycéen. Attends, je me pose. Ouais, parce qu'en fait, La situation assez marrante, c'est que je voulais pas m'engager à la base. Enfin, ça m'ennuyait. C'est bon, j'ai autre chose à faire. Et j'ai une amie qui s'appelle Chloé, qui, dans mon Ulysse, passait son temps à se battre avec l'enseignant spécialisé, qui ne l'écoutait pas. Jamais. Et un jour, j'en ai marre. Et j'ai dit, c'est bon, je vais parler à sa place parce que j'ai une grande gueule déjà. Et deuxièmement, parce que j'ai hérité du caractère de ma mère. Et même si ma mère a des défauts, elle a bien une qualité, c'est qu'elle se laisse pas faire. Bizarrement, en quelques jours, tous les sujets étaient réglés. Donc après Chloé, j'ai fait ça pour Solène. Après, j'ai fait ça pour Maxence. Et finalement, je me suis pris au jeu. Ça m'a plu. Et c'est de là... ça fait 11 ans. 11 ans. Et c'est parti d'un... oh, c'est bon, je vais m'en charger à... en fait, j'aime ça. J'aime ça être là pour les autres, j'aime ça parler pour les autres. Et ça marche, donc j'ai continué. Voilà. Et aujourd'hui, donc... je suis candidat pour être élu municipal à la mairie de Valois. Donc voilà, donc c'est pour ces raisons que tu as voulu te présenter cette année. Et depuis quand? Donc tu m'as dit 11 ans que tu as cette passion et cette volonté de faire de la politique. Alors l'engagement est plutôt né sur le côté associatif dans un premier temps. Mais malheureusement, dans le côté associatif, il y a des côtés positifs, énormément même, mais il y a aussi un côté négatif. C'est que tant que le politique n'est pas en accord avec ce que tu amènes, les choses ne changent pas. Il faut vraiment convaincre le politique. Parfois on y arrive, et j'ai même rencontré des personnalités politiques qu'on a convaincues et qu'on a pu travailler très efficacement. Malheureusement, parfois il y en a qui n'ont pas envie et qui ne voudront pas parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne veulent pas investir. Donc je me suis dit, si les autres ne font pas, je vais le faire. Et c'est comme ça que je me suis engagé en politique. Au début, ça a été compliqué parce que les personnes avec qui je me suis engagé n'étaient pas intéressées par mes questions et ils m'ont fait comprendre que de toute manière, je n'étais que là pour une sorte de quota handicap, pour faire plaisir à un électorat. Donc ces personnes aujourd'hui, je travaille plus avec eux. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler avec une équipe qui justement me fait confiance et m'a dit clairement, tu sais, tu connais les questions, tu connais les sujets. Tu sais ce qu'il faut faire, alors fais-le. Et on va t'aider pour ça. Et je suis vraiment très épanoui. J'ai jamais été aussi épanoui avec une équipe politique. Ça se voit, et j'en ai vu des équipes politiques. Moi, ça fait 11 ans que je suis engagé, mais ça fait 5-6 ans que je suis dans le secteur politique. Ah oui. Et ça fait 5-6 ans que je les vois graviter et que je les vois... Et il y a certains avec qui j'adorais travailler, hein. Mais d'autres avec qui, franchement, j'étais déçu. Déçu parce que le handicap n'était qu'un slogan. Pour moi, le handicap n'est pas un slogan. Quand on dit qu'on veut avoir une ville d'avance, c'est le slogan de notre campagne. C'est ce que je veux moi depuis 5 ans. C'est avoir une France d'avance en matière d'inclusion. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on va faire le travail. On doit faire le travail. Et je sais qu'avec l'ISPZFA et notre liste, on pourra faire le travail. D'accord. Donc du coup, tu m'as parlé de ton handicap au début. Et pourquoi c'est un handicap, c'est ta plus grande force aujourd'hui? Tu m'as un peu répondu, mais... Un peu répondu, oui, c'est vrai.
Explique-moi encore plus. Je suis né dans un monde, en 2001, qui disait qu'une personne handicapée n'avait pas totalement sa place à l'école. Je l'ai connu, ce changement de paradigme entre la loi de 2005 et 2001. Et cette situation où, en tant que petit enfant de 3 ans, j'accompagne ma maman dans différentes écoles primaires pour être accepté à l'école primaire comme tout enfant qui rentre à l'école primaire. Et on me dit, bah non, on peut pas, on sait pas faire, c'est trop compliqué, c'est pas accessible, on n'a pas le temps, on n'a pas les compétences, il n'est pas fait pour l'école, tout ça. Et malheureusement, c'est le privé. C'est le privé qui m'a pris en maternelle. Parce que le public n'était pas capable de me prendre. Et pour moi, c'est le premier échec du public. De ne pas avoir su être en avance. Parce que l'école publique doit être en avance. Toujours. Il doit accueillir tout le monde. Tout le monde, tout le temps. Doit faire mieux que les autres. Parce que si l'école publique ne le fait pas, c'est une honte. L'école se veut républicaine. Alors elle se le doit de l'être. À ce moment-là, elle ne l'était pas. Aujourd'hui, elle a progressé. Oui, il y a des progrès. Mais on est encore loin de l'inclusion. 80,8% des jeunes en situation de handicap considèrent que l'école n'est pas inclusive. C'est une stat effrayante, mais réaliste d'un constat. Et pour revenir donc à la question de base, c'est quand on voit à quel point ça a été mauvais et à quel point on doit de cette manière se renforcer pour être intégré dans un monde qui ne veut pas t'intégrer, ça pousse à aller plus loin, ça pousse à vouloir plus. Et justement, vu que tout le monde attend constamment de toi que tu fasses tes preuves, bah en fait tu vas apprendre à le faire. Tu vas apprendre à être pas le deuxième, pas le troisième, à être le premier. Parce que t'as pas le choix. Si t'es pas le premier, c'est que t'es pas assez bon. Et moi je me rappelle, ma professeure principale ne voulait pas que je sois étudiant en université. Elle a mis défavorable à l'ensemble de mes vœux pour Parcoursup. En me disant, je cite, ce n'est pas qu'une question de notes. En terminale, en histoire, j'avais une 17 de moyenne. Donc c'était une question de quoi? C'est très grave. C'est très bien, c'était une question de quoi? Et j'ai réussi à être accepté à son université parce que j'avais un dossier béton. Parce que malgré ce refus-là, j'ai bossé. Je me suis battu pour avoir ma place. Ah bah ça renforce beaucoup. Et je pense que malgré les côtés négatifs de ce que j'ai vécu à cause de mon handicap, bah ça m'a apporté d'autres choses positives. C'est qu'en fait ça t'apprend une abnégation et une envie de combattre supérieure à la moyenne. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que je refuse d'être numéro 2. J'aime pas perdre. Parce que quand je perds, c'est pas que moi qui perds. C'est ceux qui me ressemblent qui perdent. Et pour moi, c'est pas possible. Si je gagne pour vous, je gagne pour eux. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Je partage beaucoup ça aussi. Du coup, tu es élu étudiant et tu représentes plus de 5000 étudiants depuis 2 ans. Et quelles sont tes actions concrètes pour les étudiants? Alors, qu'est-ce que tu as fait pour... déjà, il y a la création d'une association étudiante handicap, Handi-SU, dont j'ai participé au processus de création, pour laquelle aujourd'hui je ne travaillais plus parce que la direction actuelle ne me correspond pas. Mais en tous les cas, qui est quand même un objectif de campagne que j'avais lancé et dont, même si je ne suis pas aligné sur son fonctionnement, ce qui compte pour moi, c'est qu'elle existe. Et donc c'est déjà un grand progrès. La mise en place donc de l'activité pédagogique dans tous les projets pédagogiques de l'UFR d'Histoire. La participation au schéma directeur handicap, où on a fait un plutôt bon schéma directeur. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut retravailler et des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne base de travail et on a pu être vraiment mis en place dans ce programme-là. Ensuite, il y a la signature par Sorbonne Université de conventions de partenariat avec Atypie Friendly et 100% en dynamique pour le mentorat par exemple. Puis l'accompagnement ponctuel des jeunes en situation de handicap dans leurs besoins, dans leurs études, dans l'accompagnement, dans ce qui est administratif, etc. Donc ça a été 2 ans de beaucoup de travail. En plus de
Oui, on a dû parfois se battre contre des gens qui n'avaient pas spécialement envie d'entendre. Et je me suis aussi engagé contre les blocus étudiants. Pas que leur message soit forcément négatif, même si malheureusement pour moi il l'était. Pendant par exemple l'opération des blocus où les sujets mis en exergue n'étaient pas un sujet qui concernait les étudiants. C'était un sujet international. Et on peut être touché sur les questions internationales, mais les étudiants n'ont pas à subir les difficultés internationales. Moi, ce qui me choquait surtout, c'est que pour les personnes handicapées, pour les personnes les plus fragiles, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de capital, l'université est leur unique capital. Quand on bloque l'université, on leur interdit d'utiliser leur capital. Et pour moi, ça c'est injuste. On peut manifester, on peut contester, on peut débattre de tous les sujets. Et il faut le faire, parce qu'on ne débat pas assez. Mais on ne veut pas débattre en empêchant l'autre de jouir de son droit. Ce qui s'est passé, et en tant qu'élu étudiant, j'ai été vraiment engagé contre ça en disant bien sûr que vous voulez vous engager sur une cause, même si je ne suis pas d'accord sur tout, vous avez le droit. Venez, on ouvre un amphi, on débat. Mais n'empêchez pas les étudiants d'étudier et d'avoir accès à leurs aménagements, à leurs accompagnements. Il y a quand même pendant ces blocus-là, des examens aménagés qui ont été annulés parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans l'établissement. Je ne sais pas si tu sais, mais un examen aménagé, ça prend un temps d'organisation de malade pour l'étudiant et pour les services concernés. Parce qu'il faut trouver parfois un secrétaire. Il faut trouver un secrétaire. Il faut avoir des salles accessibles. Ouais, tout s'organise en fait. Il faut faire les sujets adaptés quand il y a besoin d'assimilisation des sujets. Enfin, c'est hyper long. C'est beaucoup plus compliqué de déplacer une épreuve adaptée qu'une épreuve classique dans un amphi. C'est des étudiants qui ont perdu leur examen, concrètement. Pour moi, ça c'est inacceptable. Mais je suis assez fier de me dire que mon bilan il est positif. Toutes les questions qui m'ont été soulevées ont été solutionnées. Toutes. Sauf une, malheureusement, où on n'a pas eu le temps. Mais c'est en cours de solutionnement et je sais que même si mon mandat est fini, que ce sera réglé avant la fin de l'année. D'accord. Ah, t'es encore en contact Oui, parce que je suis quand même dans cette dynamique que je commence pas une action sans l'avoir fini. Ça, il a déjà. D'accord. Et vu que je l'ai pas fini, j'irai jusqu'au bout pour la finir. D'accord. Alors du coup, Mathis, si tu es élu, quels sont les projets dont tu t'occuperas en premier qui sont très importants pour toi? Déjà, on va commencer par le basique. Qu'est-ce qu'une ville inclusive? Moi, j'aime bien prendre ce schéma qui a été fait par un sociologue, qui est de montrer deux cercles, qui est la société et les personnes handicapées. Dans l'intégration, il y a le fait d'avoir ces deux cercles séparés. Ou alors on met ce cercle dans le cercle de la société, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'inclusion. Les handicapés sont là, mais pas là. Moi, je veux de l'inclusion parce que je veux que la société et le cercle des personnes handicapées soient le même cercle. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, dans notre ville, c'est pas le cas. Il y a eu un bilan handicap qui, foncièrement, existe. On peut être pour, on peut être contre, mais il y a un bilan. Mais est-ce que se contenter de la moyenne est satisfaisant? Pour moi, non. Je prône avec ma liste un programme ambitieux, mais réaliste, chiffré et pragmatique, mais qui avance. Par exemple, la maison des aidants. Chaque personne qui est accompagnée par une personne en situation de handicap ou elle-même étant en situation de handicap doit avoir un espace dédié auquel elle peut échanger, simplement parler, juste parler, ou rencontrer des professionnels, ou être accompagnée dans cette démarche, ou pouvoir souffler. Parce que quand vous êtes aidant, on estime 19% d'aidants, dont 7% de mineurs. Si vous n'avez pas d'espace pour souffler, c'est pas possible. On ne peut pas aider quelqu'un sans pouvoir prendre soin de soi-même.
Moi, j'imagine une maison des aidants où une personne, par exemple, qui accompagne quelqu'un en situation de handicap, pourrait, par exemple, aller faire une séance de sport. C'est pas grand-chose, hein. Ça coûte quasiment rien. Même chez MM, ça coûte rien. Il faut juste déplacer un professionnel de sport. Ça coûte rien, c'est gratuit. Mais, je dis ça parce qu'on parle souvent du coût. Moi, j'aime bien ceux qui me parlent du coût sur le handicap, mais qui ne sont pas capables de proposer des mesures concrètes qui sont gratuites. Sur des mesures concrètes qui sont gratuites, j'en ai des centaines. Ça fait du bien. Ah ouais. C'est nécessaire. Ça fait du bien de faire du sport. Ça fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un d'extérieur de ta situation. Tu te dis, mais t'inquiète pas, ça va aller. Un psychologue, etc. Se dire à accompagner. Cette maison des aidants sera aussi joint à un numéro de téléphone, appelable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que si demain, un aidant, même à 23h, minuit, 1h du matin, se sent pas bien, puisse appeler et avoir quelqu'un au bout du fil. C'est hyper intéressant. Ouais. Ensuite, il y a tout le projet. Nous, ce qu'on aime bien avec notre liste, c'est travailler sur l'idée que tous les projets doivent se mêler ensemble. Il n'y a pas un point sur l'inclusion, un point sur l'urbanisme, un point sur les bâtiments publics. Que tout va ensemble, parce qu'on ne peut pas faire fonctionner une ville si on ne pense pas à tout en même temps. Nous, on a un gros projet d'urbanisme. On veut revoir le stationnement en mettant le stationnement en sous-sol parce que déjà, on va devoir supprimer 280 places de parking. C'est pas une volonté personnelle, hein, c'est une obligation. Il y a une nouvelle loi qui impose de supprimer les places à moins de 5,50 m ou 30, il faut que je vérifie 5 mètres, enfin en tout cas c'est dans les 5 mètres, d'un passage piéton. Pour justement qu'il y ait plus de visibilité de l'arrivée des voitures. Donc c'est 280 places qui vont être supprimées. Aujourd'hui, la maire nous propose rien. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on les met en sous-sol. On en met plus que prévu en sous-sol. On améliore l'inclusivité, l'accessibilité et la construction de nos parkings. Et en échange, on agrandit les trottoirs. On crée de l'espace, on crée de la vie. On met de la verdure, on met... je ne sais pas si vous voyez, mais il y a Janzay. À Janzay, vous avez un marché qui, à cause de l'agencement urbain, ne fonctionne plus. C'est horrible. C'était un pôle de vie de notre ville. Grâce à ce qu'on envisage, on va le faire revivre ce marché. On va le faire renaître. Parce que les habitants de ce quartier ont le droit d'avoir un marché qui vit. Ils ont le droit d'avoir de la vie. Au final, ça va avoir une conséquence sur l'inclusion parce que automatiquement, les trottoirs sont plus grands, les trottoirs sont plus faciles. On va rabaisser les trottoirs. Donc automatiquement, quelqu'un fauteuil, quelqu'un mobilité réduite, quelqu'un de non-voyant, quelqu'un même juste qui a besoin d'être accompagné. C'est nickel. Elle a de l'espace. Ouais. Moi, je travaille aussi sur une application de mobilité où justement une personne pourra d'un point A à un point B savoir où elle va grâce à des indications très claires et elle s'intégrer même dans les bâtiments publics. Il y a une application qui s'appelle Evolity qui a été construite par une entreprise qui s'appelle Okinea qui justement peut mettre des balises dans un bâtiment public. Vous appuyez sur l'application et vous dites par exemple je veux aller au service état civil. Le téléphone va vous dire là vous allez aller devant, après vous allez prendre le couloir à droite, après vous allez prendre l'ascenseur, etc. À l'oral, ouais. Et vous aurez toutes ces indications là. Super. Mais c'est même pour une personne qui n'est pas en situation de handicap, c'est un outil qui pourrait être utile. Parce que j'aime bien dire aussi, c'est que l'inclusion peut servir à tout le monde. J'arrive pas à croire que par exemple une salle de repos sans perturbation sensorielle, ça ne peut pas servir au plus grand nombre. C'est pas vrai. On sait très très bien que même si vous êtes dit valide, vous pouvez avoir droit d'un moment où vous dites on pose tout parce que là c'est trop là. En fait ça servira à tout le monde. Encore une fois, la preuve que l'inclusion c'est un investissement pour tout le monde. Il y a aussi tout ce qui est l'idée de rendre l'éclairage urbain plus visible, car aujourd'hui il y a beaucoup de rues qui sont mal dotées. C'est pour ça que moi en fauteuil je peux pas me rendre le soir, j'ai peur en fait. Ça tombe bien parce que grâce à nous vous aurez un meilleur éclairage urbain. Et c'est facile en plus et c'est économique. Il y a plein de villes qui l'ont mis en place à des prix très attractifs. À des prix très attractifs et qui ne demandent pas de surcoût. C'est juste, il faut y penser et il faut le mettre en place. Il ne faut pas lésiner sur
les lumières, quoi. Enfin, On peut pas il y a faire ça. trop de villes qui... Et même sur les on voit questions de beaucoup de femmes aujourd'hui qui disent qu'elles sont On a peur. en insécurité pour rentrer chez elles, avoir des rues plus éclairées, Ouais, ça change beaucoup de choses. ça c'est essentiel. Dans le sentiment de sécurité, dans le sentiment de La sérénité. sécurité, Oui, ouais. pardon, je l'écoute. Et Moi aussi, j'écoute. La Bien sécurité sûr. dans les villes le soir. Ouais. mais bien sûr, on est tout à fait d'accord. Et pour tout ce qui est logement social, bien sûr, c'est L'accès. veiller au fait qu'on ait assez de logements PMR et soit les augmenter, soit s'assurer que tous les logements ou une grande majorité de logements qu'on a puissent être transformés PMR à la demande. Il y a un truc tout bête. Il y a un truc tout bête. Faire un audit complet des ascenseurs. Ouais. On a un parc, mais ça c'est pas que à Levallois, hein, ça. Là pour le coup c'est pas pour attaquer qui que ce soit, c'est au niveau français. On a un parc d'ascenseurs vieillissant. C'est pas grave, hein, c'est lié à la construction de comment on a construit les logements, etc. Ça a été construit beaucoup de logements ont été construits il y a longtemps, donc avec des ascenseurs vieillissants. Il faut en faire un audit, il faut voir Parfois, si ça fonctionne. il y a des endroits où l'ascenseur, il n'y a pas assez de place. Pas de place, pour c'est trop petit. l'augmenter par le plus Ça. grand. Donc toutes ces questions-là, il faut les prendre en compte. Donc faire un audit complet, regarder si ça fonctionne. Si oui, ça fonctionne bien, est-ce qu'on peut l'améliorer? Et si ça fonctionne pas, comment on le change? Ouais. Mais pour ça, il faut y travailler dessus. Mais tout ça, c'est des propositions concrètes, chiffrables. Et on peut en dire encore plus, on va en trouver encore plus. Et moi, je pourrais pas pendant des heures. Parce que, Les logements sociaux, je suis en plein dedans, bien parce que je sûr, recherche. et l'inclusion, c'est vraiment tous les secteurs de la vie. Et j'ai encore plein d'idées que je pourrais dire comme ça, mais on n'a pas 3 jours. Mais une qui me paraît pour moi très importante, très importante, c'est l'intégration de toutes les personnes en situation de handicap, quelle qu'elle soit, Ouais. où qu'elle soit, dans toutes les sphères de la société. Si demain vous avez un élu en situation de handicap, c'est pas pour faire la caution handicap, mais bien sûr, j'ai la fierté d'avoir été mis sur une liste, pas parce que je suis handicapé, mais parce que je suis compétent. Parce qu'on a jugé ma compétence et non mon handicap. Et que j'ai la place que j'ai aujourd'hui parce qu'on n'a pas pris en compte mon handicap dans le positionnement de ma place. On a pris en compte mon engagement, mon travail. Donc je ne suis pas un quota handicap. Je suis quelqu'un qui peut travailler et qui peut changer les choses. Grâce à une municipalité, si vous la choisissez, qui est en capacité de le faire et qui a envie de le faire. Et Et comment on fait ça? En ayant un élu en situation de handicap. Vous aurez un interlocuteur compétent et cohérent qui connaît vos problématiques et qui saura y répondre. Moi, je mettrai en place, par exemple, les permanences sans rendez-vous pour que, au moins, au minimum, une fois par mois, vous puissiez me rencontrer et me dire, voilà ce que j'ai besoin. ça enrichira, ça va enrichir le débat, ça va trouver des solutions. Et moi, j'avais je pensais que, par exemple, quand on a envie d'aller dans un endroit, quand on est en situation de handicap, par exemple moi en fauteuil, j'aimerais bien que sur Google Maps, sur Google, il y a écrit, il y a le logo handicapé, comme ça j'ai pas appelé les salles de concert ou les magasins pour savoir si je peux rentrer avec mon fauteuil. Je voudrais qu'il y ait ça, comme Doctolib aussi, les cabinets des médecins. Ça, c'est pas encore fait. Mais et ça pourrait être c'est vraiment intégré une- par exemple dans l'application de mobilité que j'ai envisage. Ouais. Ou alors encore mieux, moi ce que j'aimerais bien, c'est un truc sur lequel on peut travailler, ça n'a pas encore été proposé dans le programme, mais c'est un truc qu'on peut faire, c'est faire un petit peu comme on a fait des labels des commerces valoisiens sur différentes questions, on pourrait en faire un sur l'inclusion. Ouais, oui. Une entreprise, on pourrait mettre des critères, les débattre avec eux, bien sûr, débattre pas faire contre les commerçants. L'objectif n'est pas de les embêter, c'est de leur dire, voilà, que pour vous, comment vous pourrez vous accessibiliser, comment on peut vous accompagner pour vous accessibiliser, et si vous faites le travail, on vous donne un label. On dit, nous avons attesté, en fonction de tel critère, que vous êtes accessible et que vous Ouais. pouvez accueillir un public handicapé. Ça, c'est vraiment ma priorité, Mais c'est- l'accessibilité. Mais je pense que c'est une évidence. Ouais, ouais. Enfin, c'est une Ça coûte évidence pas parce cher que... d'acheter une rampe dans un magasin en fait. En fait, Ça coûte pas ça cher. peut coûter cher, mais il y a des solutions de financement. Et souvent, les commerçants, surtout les petites entreprises, ne connaissent pas les solutions de financement. Moi, je me rappelle, pendant les JO, il y avait un fonds de 300 millions d'euros pour les TPE-PME. Il n'a quasiment pas été utilisé. Parce que les TPE-PME, on n'en avait pas conscience.
il y a eu un défaut de communication évident sur le fait qu'ils avaient le droit à des financements. Ça, c'est un truc qu'il faut corriger. Il faut expliquer concrètement à nos commerçants quels droits de financement ou d'accompagnement ils ont droit. Parce que s'ils ne sont pas au courant, pour moi, c'est pas de leur faute. Donc justement, on doit les sensibiliser et les mettre au courant. Comme ça, ils pourront y arriver. Très juste ce que tu dis, ouais, très intéressant. Alors, une autre question. Tu m'avais parlé que, sur ton programme, c'est écrit que tu fais la paire et danse. Oui. Et donc, j'ai vu que tu aimerais mettre en avant cela. Et que tu es aussi concerné par le sujet de l'urgence écologique. Et pour quelles raisons ça te tient à cœur? La paire et danse et l'urgence écologique. La paire et danse, ça me tient à cœur parce qu'en étant handicapé, je suis aussi un aidant. Ouais, on vient d'en parler juste avant. Mais ma conjointe est en situation de dépression, etc. C'est depuis des situations familiales compliquées. Et en fait, je passe aussi beaucoup de temps à l'accompagner, à l'aider dans sa vie du quotidien. Et donc, j'avais vu, entre parenthèses, le handicap de mon prisme, mais voir le handicap du prisme de celui qui aide, ça laisse poser des questions. Donc c'est un sujet pour moi prioritaire. Les aidants font partie de la question du handicap. Ils sont indissociables. On ne veut pas parler de handicap sans parler des aidants. il faut qu'ils soient reconnus. Reconnus, accompagnés, aidés, écoutés, soutenus. Même financièrement aussi. Même financièrement. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est une honte absolue que le statut de l'aidant n'existe pas. C'est en cours, mais c'est en train de faire des... C'est en cours, mais ça fait trop longtemps qu'on le demande. Beaucoup trop longtemps. Mais souvent, c'est le problème du handicap. C'est que les choses arrivent trop tard. C'est trop long. Ils attendent le dernier moment. C'est ça, c'est trop long. Aujourd'hui, L'épuisement. l'endométriose qui est réellement un handicap, toute femme qui a vécu des règles douleuses ou qui a de l'endométriose est capable de vous dire que c'est un handicap. C'est réellement handicapant dans le quotidien. C'est invisible, mais... Pourtant, c'est pas reconnu comme un handicap. Mais ça aussi, c'est inacceptable. Moi, c'est le sujet sur lequel je veux travailler. Ensuite, la question environnementale, moi, je veux la traiter sans dogmatisme. Je ne suis pas un écologiste radical. Je suis quelqu'un qui profondément sait qu'il y a des enjeux écologistes et qui veut les gérer, mais avec raison. Pas en sanctionnant les gens, mais en accompagnant les gens. Je pense qu'on peut accompagner la transition environnementale et la transition écologique par des mécanismes qui permettent à tout le monde, à sa hauteur, de pouvoir faire des gestes. Et pas forcément des gestes compliqués. Rien que le tri sélectif, c'est déjà un geste. Mais en tout cas, voilà, accompagner, aider, et c'est un enjeu éduquer, sensibiliser. Voilà, moi, c'est un enjeu qui me tient à cœur parce que j'ai 24 ans et la question environnementale, limite, est née dans les consciences avec moi, avec ma génération. J'ai fait des marches pour le climat quand j'étais adolescent. Pas forcément parce que j'étais en accord avec ceux qui les organisaient, mais parce que ça m'énervait. Ça m'énervait en tant qu'adolescent de me dire on n'a qu'une planète et pourtant on ne travaille pas pour la préserver. Je pense qu'on peut travailler pour la préserver, bien sûr, sans dogmatisme et sans sanctionner qui que ce soit. L'objectif, c'est pas de dire aux gens ah là, vous n'êtes pas bon en transition écologique, on va vous punir. Non mais c'est débile. Enfin, ce raisonnement, il ne fonctionne pas. Justement, ça va encore plus pousser les gens à rien faire. L'idée, c'est, bon, il faut qu'on améliore les questions environnementales. Voilà, voici ce qu'on peut vous proposer pour vous-même pouvoir faire un pas. Chaque petit geste, ça peut amener à... Mais le faire ensemble. Ouais. Et savoir qui peut faire quoi. Qui est capable de quoi. Par exemple, on va pas faire payer les gens qui utilisent leur voiture et qui n'ont pas le choix. Et qui n'ont pas les moyens pour acheter une voiture plus verte ou moins consommante. Et l'essence, ça serait bien etc. Et moins cher aussi. Enfin, c'est pas, s'ils ne peuvent pas, on va pas les condamner pour ça. Moi, j'ai une famille modeste. Ma mère était une maman solo. J'ai jamais roulé sur l'or. Je comprends que quelqu'un me dise, franchement, j'ai besoin de ma voiture pour y travailler. J'ai pas l'attaquer pour ça.
Par contre, comment je peux l'aider pour que dans son quotidien, il puisse intégrer la transition écologique et pour que pour autant, ça ne lui coûte pas trop cher. Il y a plein de solutions. Par exemple, verdir la ville, c'est une solution. La transition écologique par la gestion du tout ce qui est électrique, je cherche le mot depuis tout à l'heure, l'isolation, voilà, l'isolation thermique, etc. C'est des questions qui factuellement ne coûtent pas si cher que ça à mettre en place pour le particulier. Mais que si on y pense collectivement, on peut agir concrètement et véritablement. Et encore une fois, on peut avoir une ville d'avance. Levallois doit redevenir ce qu'il était avant, un laboratoire d'idées. Moi, je me rappelle que notre ville a permis de faire naître des consciences sur plein de sujets. Des questions de sécurité, des questions d'urbanisme, etc. Ça veut dire qu'on est capable d'être en avance. Pourquoi on ne continuerait pas à être en avance ? Tu réponds à ma question juste après. Tu es engagé à Levallois. Comment vois-tu cette ville dans le futur, si tu m'as répondu? À quoi voudrais-tu qu'elle ressemble plus tard? Je m'as dit un peu... Moi, je voudrais que Levallois soit la ville de l'inclusion, la ville de l'accessibilité, la ville en avance. Et en fait, c'est le slogan qu'on a sur notre campagne. Mais c'est pas pour rien. C'est pas juste un slogan. C'est un projet. On veut une ville d'avance parce que c'est ce que méritent les Levalloisiens. Les Levalloisiens ne méritent pas une ville de retard ou une ville. Ils méritent une ville d'avance. Ils ont toujours eu une ville d'avance. Pourquoi ils n'auraient plus une ville d'avance? C'est ce qu'on veut faire, une ville d'avance. Et on en est capable. Et je pense que c'est possible. Ça va demander du travail, hein. Ne le jouerons pas, hein. Ça va pas beaucoup de collaborateurs aussi, beaucoup de... Oui. Et on est une bonne équipe. On est avec des profils variés, compétents, dynamiques, qui sont prêts à agir chacun dans leur secteur. Et si demain on arrive à rendre Levallois comme la ville la plus inclusive de France et en avance, pour moi j'aurais réussi ma mission. Et on pourra aller à la prochaine. D'accord. J'ai pas noté cette question, mais j'y pense là. Est-ce que il y a d'autres villes en exemple? Tu as d'autres villes en exemple? Alors, tu prends d'autres villes Moi, je pense beaucoup à certains quartiers de Montpellier ou de Bordeaux qui ont été très bien accessibilisés. Il y avait aussi, alors c'est un peu moins le cas, mais il y avait des bonnes dynamiques sur Nantes. À Angers, vous avez aussi un travail d'accessibilité qui a été très bien fait sur ce secteur. Malheureusement, d'autres un peu délaissés, mais vous avez quand même un centre-ville qui est bien géré. Donc je pense qu'en picotant un petit peu partout, on peut vachement aller loin. Et moi, je prends beaucoup en exemple le Canada. Le Canada a fait un travail hallucinant sur l'inclusion. Mais le Canada a fait un truc très simple. Ça va vous paraître malade ce que je vais vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y attendent pas, mais vraiment, c'est dingue. Ils ont respecté la loi. Ah, c'est fou. La CIDPH, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, elle a été signée en 2006, ça fait 20 ans, et ratifiée par la France, le Canada, même fait par tout le monde. Le Canada l'a appliquée. C'est fou, hein, quand on applique la loi, ça fonctionne. C'est accessible là-bas? Quasiment. En tous les cas, quand vous allez dans une école au Canada, on vous dit pas « Ah zut, il faut remplir 45 000 papiers pour avoir une AESH, nanana. » Non, on vous dit « Ok, c'est quoi vos besoins ?» Ouais, ils trouvent des solutions tout de suite. On intègre, on travaille tout de suite, Ça tout le processus s'adapte à la question de handicap, à la question d'inclusion, dès le début. Regarde trop pour qui je vois là. En fait, c'est simple. Et c'est comme dans le bilan de la mairie précédente. Il y a des choses qui ont été faites qui sont intéressantes. Par exemple, le projet de rendre le site de Levallois accessible. Et moi, je dis bravo, c'est bien de le faire. C'est juste que c'est dommage de l'avoir fait sur un ancien site. Et donc, factuellement, des paramètres d'accessibilité qui ne fonctionnent pas très bien. Parce que, en fait, si vous construisez... Non, c'est compliqué de gagner une course avec une 2 chevaux. Vous pouvez essayer de l'améliorer et gagner une course. Mais factuellement, les chances sont quand même assez faibles.
Par contre, si vous construisez directement une voiture de sport, bah là, vous avez beaucoup plus de chances de gagner votre course. Bah, c'est un peu pareil pour un site. S'il n'a pas été conçu dans l'objectif de répondre à telle demande, on peut toujours y ajouter des trucs pour essayer d'y répondre. Mais il n'y répondra pas réellement parce qu'il n'a pas été conçu dans le codage pour ça. Donc en fait, on part sur une bonne idée, et une idée que moi je soutiens, matin, midi et soir, rendre accessible un site, mais faites-le tous les jours. Mais si c'est pour le faire à moitié, c'est dommage. C'est dommage parce que si les moyens ont été mis pour le faire, ils auraient pu être mis pour le faire mieux. On t'a demandé, toi, de faire ça? Moi, je jamais demandé rien du tout. Tu pourrais donner tes idées. Moi, Notamment la partie handicap. Nous, on aurait pu. Moi, je suis quelqu'un du dialogue. Et même si je suis aujourd'hui en opposition avec la municipalité actuelle, je suis quelqu'un du dialogue. Bien sûr, quand il faut échanger les idées, je suis pas un mec qui va lui dire non, je te dirai jamais rien parce que tu n'es pas ma mère. Bien sûr que non. Mais elle ne consulte pas. Et c'est dommage. C'est dommage. On a une élue du handicap aujourd'hui, enfin santé handicap. Je vais vous dire un truc, hein. Jusqu'à hier, je la connaissais même pas. Elle est introuvable sur les réseaux sociaux, je ne trouve pas son bilan. La ministre actuelle de la santé. Non, l'élu adjointe au handicap. On la trouve pas. On la trouve pas. Et le peu de communication qu'il y a à son sujet, c'est sur les réseaux sociaux de Levallois, où on la voit sur certaines actions, dont certaines très intéressantes, clairement, mais très peu. J'ai une élue en handicap que je ne vois pas, que je ne connais pas. Et pourtant, je suis en situation de handicap à Levallois. Ça ne devrait pas être normal, je devrais la connaître, mon élu. Bah oui. Donc, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Alors, est-ce que c'est un défaut de communication? Peut-être. Mais moi, je pense que c'est un défaut d'ambition. Je pense. Parce que le bilan de la mer, c'est un bilan à 10 sur 20. Moi, je vous propose d'avoir un bilan à 20 sur 20. D'accord. Bah, j'espère que tu vas réussir. Et du coup, au début, tu m'as présenté que tu as reçu le trophée des aidants de l'Ordre national du mérite en 2025. Oui. Tu peux nous montrer ta médaille? Aussi. Ah, elle est belle. Et du coup, raconte-moi quel est ce prix et qui la décerne. Alors, déjà, petite anecdote. Il est rouge, c'est lui. J'allais dire, il est aussi cinglé que moi. Ce prix, il y a quelques années, il n'existait pas. C'est une dame qui s'appelle Colette Bonaccorsi, qui est médaillée de l'Ordre national du mérite, qui l'a inventé. Donc, en collaboration avec l'Ordre national du mérite. Ce prix récompense et valorise les personnes en situation de handicap ou aidants ou entreprises, associations, etc. qui agissent au quotidien pour l'inclusion et pour les personnes en situation de handicap. Il y a cette année, 2025, en 2026, en 2025, il m'a été décerné au prix de mon action en tant qu'associatif, en tant qu'élu étudiant, etc. Et j'avoue, au début, j'ai eu un sentiment d'imposteur. J'avais le sentiment que je ne le méritais pas, que j'avais pas encore assez fait. Et ce que je me rappelle, c'est la phrase qu'on m'a dit le jour où je l'ai reçue. On vous récompense pour votre engagement, mais ça ne veut pas dire que pour autant on vous récompense pour la fin de votre engagement. On vous récompense pour la suite aussi. Ça veut dire que maintenant vous devez aller plus loin. Et justement, c'est ce trophée qui m'a dit allez, je continue. Allez, je vais encore plus loin et donc encore plus haut. Ouais, ça donne de la force. C'est-à-dire, déjà, ce qu'on fait à son échelle est reconnu. Et on peut faire encore mieux alors. Et moi, j'aime bien cette idée de toujours faire mieux. Moi, quand j'ai un objectif, je vais au suivant. C'est comme ça que je fonctionne. Très simple. Et comme je dis tout à l'heure, j'aime pas perdre, donc je perds pas. soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça. Soit je perds, soit je gagne. Et faut pas jouer aux jeux vidéo avec moi. Hein. Je suis un très mauvais perdant. Mais j'ai eu quand même longtemps ce sentiment d'imposteur, jusqu'à cette phrase qui m'a résonné en moi en me disant
Ah ok, en fait c'est que le début d'autre chose. Et C'est un jury qui... c'est un comité d'experts. Enfin, il y a un C'est comité, où c'est l'Ordre national du mérite. Donc c'est où c'est à Paris. C'est un comité d'experts qui donc étudie des propositions de candidature. Moi, j'ai pas déposé de candidature, on m'a suggéré. Qui dit oui ou non à cette proposition de candidature. Voilà, ouais, mais j'ai eu ce plaisir de la voir. Ça t'a boosté alors. Ah oui, mais je pense que c'est toujours gratifiant de voir son engagement récompensé. Même si on ne fait pas ça pour ça, l'objectif il n'est pas là. Mais ça fait du bien de dire waouh, ok, d'accord, ce que je fais, ça a du sens, ça avance. Ouais, bah, c'est génial. Ça, tu m'as répondu, ouais, généralement. Et à Paris, quand tu parles de Levallois, ça étend aussi à Paris. Quand tes actions que tu vas faire pour les personnes handicapées. Alors, mes actions sont Ça étend, en dehors de mon Paris. mandat d'élu étudiant qui sont à Paris, sont au niveau national. Ouais. Mais j'ai Ça concerne tout le monde. c'est un tout. Mais être élu local, c'est aussi pour moi très intéressant. Moi, j'ai toujours voulu être élu local. Parce que c'est du local qu'on parle. C'est toujours du local. C'est de la réalité concrète et visible des gens qu'on progresse. Et qu'on fait justement avancer le national. Ouais. Plus on fait petit, après ça évolue. Quand je disais, le Valois doit être un laboratoire. On doit mettre en place des choses qui fonctionnent, qui font avancer la société, pour qu'ensuite, que le national s'en empare. Ouais, ça donne... c'est un modèle, quoi. Un modèle. D'exemple. Moi, je crois beaucoup au concept du premier de cordée. Du quoi? Du premier de cordée. Si je tiens la corde, tu peux la prendre et monter avec moi. Si le Valois devrait être ce premier de cordée, pour que les autres s'en emparent. Moi, j'ai un rêve, hein. C'est que mon programme ne soit plus mon programme, qu'il soit le programme de tout le monde. Parce que si ce programme devient le programme de tout le monde, bah, ça veut dire qu'on a réussi. Et je pense que c'est là qu'on avancera. C'est vraiment magnifique, ta façon de passer. Je crois qu'on a répondu à tout. Enfin, tu as répondu à tout. Ah non, une dernière question. Tu sais que je m'engage aussi pour la cause du handicap sur ma page Happy Andy. Et du coup, est-ce que tu aimerais que l'on collabore, enfin qu'on fasse des collaborations sur des sujets qui nous portent tous les deux? Ah, bien sûr. Moi, je collabore avec tous ceux qui ont envie d'agir. Et je pense que c'est important de mettre en valeur les personnes en situation de handicap dans leur parcours, ou les aidants, bien sûr, dans leur parcours, dans leurs aspirations, et les aider quand ils ont besoin d'être aidés. Vous savez, c'est quoi le défaut du secteur associatif handicap ou du monde du handicap? C'est qu'on n'a pas de tête de proue, on n'a pas de leader, on n'a pas de... En fait, ce qu'on voit du handicap aujourd'hui, c'est un sujet minoritaire. Pourquoi? Je vais vous dire un truc très simple. Hein. C'est ce que j'ai dit au président de mon association handicap. Le monde du handicap ne sait pas communiquer. Et quand il le fait mal. Justement, donc, il faut trouver des gens qui savent communiquer, dont c'est le métier, ou qu'ils ont des compétences, et qui utilisent ces compétences pour rendre ce secteur accessible, visible, compréhensible, et justement faire naître des personnalités. Et c'est un peu l'objectif que j'ai aussi. Par ma candidature, je veux faire naître d'autres personnes. Je veux pas être l'élu handicap qui garde mon siège pendant 40 ans et qui dit vous aurez jamais la place. Je veux que en fait par mon élection, si je suis élu, ça veut dire que mais demain il y en aura 2 élus handicapés, 3, 4, 5, 6, 12, 1000. En fait c'est comme ça qu'on va progresser. Merci beaucoup Mathis. Franchement, c'est un très beau programme et tout ce que tu as dit, ça a du sens, c'est pertinent. Et j'espère que tu seras élu et toutes ces idées seront mises en place. Et pour être élu, on a besoin de vous. Ouais. Parce que c'est pas moi qui va faire qu'on va gagner. Ça va être celles et ceux qui viennent voter. Parce que même si vous ne votez pas pour nous, ce qui compte c'est de voter. On a beaucoup trop de gens qui ne vont pas voter. Et ça c'est dommage. Et je sais que les personnes handicapées souvent ne votent pas. Parce qu'elles sont pas prises en compte. Parce qu'elles ne sont pas représentées, pas comprises.
et qu'elles ont l'impression qu'on ressort le handicap au moment des élections. Et ça, mais je comprends totalement. Justement, avec un candidat en position éligible, vous aurez un élu handicapé à vos côtés. Et c'est comme ça qu'on fait progresser les choses. Parce que là, ça ne pourra plus être un sujet d'élection. Ce sera un sujet matin, midi, soir, à chaque conseil municipal, à chaque réunion, à chaque projet, parce que je serai là pour le faire vivre. Et en plus, j'ai la chance d'avoir un candidat, Lise Pessade-Fin, qui a toujours été intéressé par la question du handicap. C'est un ancien sportif de haut niveau, il était champion de France pour le Valois Sporting Club en ping-pong. Et le monde du sport est un monde profondément inclusif. Parce que c'est un monde qui se bat pour la performance, que tu sois en situation de handicap ou pas, à partir du moment où tu es capable de jouer, tu joues. Et quand je suis arrivé le voir et je lui ai dit, avec ma petite tête de jeune, coucou, je voudrais être candidat sur la liste. Pour lui, il n'y a pas eu de débat de ah zut, ah non, mais est-ce que le sujet du handicap, nanana. Non, c'était ah, mais ouais, bien sûr, viens avec nous, mais qu'est-ce que tu as à me proposer? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on peut avancer? Écouté. Voilà, il m'a écouté et il m'a laissé faire. Et franchement, et ça je peux le dire, parce que je travaille au niveau national aussi en politique. Des politiques sur le handicap qui te font confiance, qui te disent oui et qui tiennent leurs promesses, j'en connais maximum 10. Et encore, je suis gentil. Il y a la ministre du handicap, elle fait quand même beaucoup de choses. La ministre Moi, je du vois, handicap a beaucoup travaillé, a fait des choses, Madame Charlotte-Lecoq a fait des choses. Malheureusement aussi, Madame Charlotte-Lecoq a été un petit peu emmerdée, entre parenthèses, par un contexte politique national qui n'est pas très agréable. Mais je pense que sur ce point de vue-là, elle n'est pas responsable du contexte politique national. Et je salue quand même son envie de faire des choses. Moi, j'ai eu la chance de débattre avec elle au ministère de la Santé et d'avoir une personne qui écoute, c'est vrai, mais dans cet enjeu local, des candidats qui écoutent en sachant qu'ils n'ont rien à gagner. Le handicap, c'est pas un sujet qui est vu comme un sujet d'un point de vue électoral porteur. Parce que malheureusement, les personnes handicapées ne votent pas assez. Donc s'il décide d'investir sur le handicap, c'est que bien sûr pour lui c'est un sujet important qui n'est pas un sujet minoritaire. C'est pas un sujet secondaire, ce ne sera pas un sujet secondaire dans tout le mandat. Moi je suis assez confiant de la confiance qu'il m'offre. Je suis aussi content de la confiance de Céline Calvez, notre députée, qui elle aussi a toujours été intéressée par ces questions-là, même sur la culture inclusive, elle a réellement travaillé dessus. On a aussi... les salles de cinéma accessibles. Bien sûr, tout à fait. On a la chance d'avoir aussi une liste avec des personnes concernées, handicapées, aidants, concernés par les questions d'autonomie, de mobilité. Enfin, cette liste, elle respire l'inclusion. Et c'est magnifique. C'est magnifique. On va enfin pouvoir agir avec des gens qui ont envie de le faire. Et pour ça, on a besoin de votre confiance. Et c'est la seule solution. On a besoin de votre confiance. D'accord, merci beaucoup Mathis.